Saluer l'ensemble des honorables députés de l'Assemblée nationale du Sénégal. Saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, mon collègue en charge des relations avec les parlements qui n'est pas là, ministre du Travail, et l'ensemble des hauts cadres, fonctionnaires qui nous accompagnent, officiers supérieurs, pour ce passage ici en plénière au niveau de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, j'avais envie de quasiment pas réagir énormément, tellement beaucoup d'interventions qui ont été soulevées ici, en tout cas défendues ici, vont en droite ligne avec nos préoccupations. Et le sentiment que j'ai, c'est que nous avons une représentation nationale ici qui est assez sensible aux questions de l'environnement. Et je pense que nous avons la possibilité de bâtir des ponts pour faire ensemble un excellent travail sur une question qui est cruciale, qui est urgente, qui est, comme vous l'avez tous dit, transversale. Urgente, je l'ai dit, parce que ça touche à nos vies, ça touche à la préservation de notre planète au-delà de notre pays. Oui, 718 km de côte. Oui, la plupart de ces côtes hébergent la grande majorité de notre population. Oui, elle est menacée. Elle est menacée aujourd'hui, pour certains endroits même. Je disais que nous pouvons céder peut-être au découragement. La dernière interpellation sur l'utilité peut-être des COP, nous en revenons effectivement. Et nous avons eu là-bas à porter des plaidoyers qui, pour nous, ressortent du bon sens. Parce que quand il est avéré que les pays que nous sommes, qui sommes en première ligne, justement, les premières victimes de ces changements climatiques, nous ne polluons pas à plus de 3%, on se dit quelles sont nos marges de manœuvre. Parce que les véritables causes nous viennent d'ailleurs. Donc, chers représentants du peuple, la plupart des questions soulevées ici et qui reprenaient l'ensemble des questions de vos commissaires, que j'estime importantes, sauf les questions qui n'ont rien à voir avec mon budget. Ça, vous le comprendrez peut-être. Chers anciens, je vous salue. Je vois, est-ce que vous m'avez apostrophé comme votre cadet? Heureusement que vous ne m'avez pas demandé d'aller sous la table. Vous et moi, on se comprend. Monsieur le Président, on parle de meilleure connaissance des effets climatiques. Je crois que c'est l'honorable Ndiagagnan. J'éviterai peut-être de citer les noms pour qu'on ne me parle pas de droit de réponse. Ça, au moins, je l'ai appris récemment aussi. Effectivement, ces changements climatiques doivent être mieux connus de tous. J'en parlais brièvement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le ministère renforce quand même les capacités des collectivités territoriales dans ce domaine. Également les associations éco-citoyennes, les groupements de femmes, les écoles. Et on vient de valider une stratégie d'intégration des changements climatiques dans le système éducatif. Et beaucoup d'honorables députés l'ont dit, c'est vrai, c'est là-bas où il faut commencer, dès le plus jeune âge. Une meilleure connaissance donc est importante. Et une meilleure connaissance, ne nous demanderait pas pourquoi les COP, parce que de ces COP aujourd'hui, je prends un exemple pour ne pas m'attarder sur la COP 27, où notre pays quand même a été bien représenté, me dit-on. En tout cas, du point de vue de sa diplomatie, il a quand même, je peux utiliser ce qualificatif, brillé, parce que notre chef d'État est le seul à avoir pris la parole 2 fois au niveau des instances de haut niveau pour s'adresser au monde sur des questions principales, parce qu'il portait également la voix de l'Afrique, il portait la voix des pays les moins avancés et il portait la voix du Sénégal. J'ai eu cette opportunité également, donc le seul pays dans cette COP à s'adresser à 3 reprises dans ce segment de haut niveau à la communauté internationale sur des questions simples.
Nous avons parfois fait, comme certains parmi vous, un peu de syndicalisme, avec des points de presse et autres, pour mettre le doigt, l'accent sur les questions cruciales qui nous interpellent, telles que justement comment faire face à ces pertes et dommages occasionnés par les changements climatiques. Quand on parle d'érosion côtière, tout ce qui touche à l'adaptation, on nous dit aujourd'hui qu'il faut entre 9 et 10% du PIB des pays comme les nôtres pour faire face à cela. Vous conviendrez qu'on n'a pas ces moyens au moment où on parle. Si vous visitez notre CDN, vous verrez que nous avons des engagements inconditionnels qui sont appuyés sur nos moyens, mais le gros, ce sont des engagements conditionnels qui doivent venir justement de cette finance climatique qu'il nous faut aujourd'hui définir correctement, partager cette définition pour qu'il y ait de la traçabilité, de la transparence, pour qu'il n'y ait pas ce dialogue de sourds aujourd'hui qu'il y a entre nous et certains pays développés qui disent nous avons rempli nos engagements et nous on dit on n'a pas vu l'argent. Aujourd'hui, ce que nous faisons sur l'érosion côtière, on le fait sur de l'endettement. Vous conviendrez donc qu'on est en train de faire face à des causes extrêmement chères sur notre budget et sur de l'endettement. Ce qu'on a fait à Saly pour récupérer les plages et sauver une activité importante, le tourisme, on l'a fait sur de l'endettement. Ce que nous faisons à Saint-Louis, on le fait de l'endettement, je me limite à ces deux cas. Et nous estimons, c'est ce que nous défendons dans ces rencontres internationales, que cette situation ne devrait pas venir plomber davantage encore nos situations d'endettement et donc compromettre notre voie de développement et notre voie en tout cas d'industrialisation, etc. Honorable député, permettez-moi là cette parenthèse. Vous attirez beaucoup l'attention sur l'impact de l'exploitation à venir du pétrole et du gaz, sur les biens adressés et bien pris en compte et bien gérés. Aujourd'hui, la CSE aujourd'hui vous donne une cartographie qui vous permet d'anticiper tout ça et d'avoir une visibilité sur tout ce qui est risque, danger de pollution noire, etc. Ils ont mis en place des mécanismes. Ce n'est pas là-bas la question. La question aujourd'hui, c'est que oui, nous sommes vers des trajectoires pour neutraliser les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes dans ces trajectoires aujourd'hui pour préserver la planète et la maintenir en réchauffement maximum de 1,5 degré. Mais cela, nous disons que ces trajectoires, elles doivent être justes, elles doivent être équitables, équilibrées. Elles ne peuvent pas être d'une manière non différenciée. Parce que qu'est-ce que nous avons en face pendant qu'on nous dit, sort ici régulièrement le gaz et le pétrole, c'est qu'aujourd'hui le monde, une partie du monde s'organise pour qu'on ne puisse pas exploiter cela. Voilà ce qui appelle aujourd'hui une union nationale sur des questions importantes qui pourraient encore plomber nos efforts colossaux pour aller vers l'émergence. Voilà pourquoi nous, on tire l'attention en disant un développement, oui, sobre en carbone, oui, mais avec une trajectoire normée, différenciée, qui prenne en compte nos spécificités, à savoir qu'aujourd'hui, nous avons 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Nous sommes en 2023. Nous avons des ressources, vous nous demandez de ne pas les exploiter, mais à quel prix? Et qu'est-ce qu'il y a en face? Donc voilà les vrais enjeux aujourd'hui qui se posent à nous dans ces instances. Et quand vous n'y êtes pas, vous ne vous défendez pas. Et demain, quand il y a des coalitions qui se forment, elles auront leur impact parce que ceux-là sont les marchés de ces produits que nous voulons exploiter. Si demain on vous met des barrières commerciales, on vous met des taxes carbone, mais on est en train de vous empêcher d'avancer dans cette voie de développement. Donc c'est important. Et de ce point de vue-là, je réitère l'invitation que j'avais faite à la commission du Parlement et qu'un honorable député a repris ici, pour que justement ce travail, on le fasse la main dans la main, qui est intéressé pour venir partager avec nous nos stratégies, nos orientations, nos projets, pour avoir une meilleure maîtrise de ce qu'on est en train de faire. C'est un combat qui est censé être national parce qu'il s'agit de préserver des vies, mais il s'agit aussi de ne pas encore se retaper des conditions de retard de 10, 15, 20 ans de développement, parce que, voilà, c'est un équilibre à trouver. Si je reprends la loi sur le plastique, elle est revenue régulièrement. C'est une loi déjà en vigueur depuis avril 2020.
Maintenant, je ne vais pas être là pour vous dire qu'elle est appliquée de façon rigoureuse, parce que les faits ne démontrent pas cela pour l'instant. Mais vous conviendrez que dès qu'on a fait passer cette loi et que les services ont commencé à diligenter les choses, on a été rattrapé par des réalités internationales qui touchaient tous les pays. On est rentré dans une phase de pandémie. Ça a impacté beaucoup. Le président a énormément fait pour préserver l'emploi, le revenu du Sénégalais. Sa première décision a été d'interdire tout licenciement au Sénégal et d'accompagner cela. Donc vous conviendrez qu'à ce moment, quand il y avait des industries dont c'était le métier, il était difficile de venir sans permettre à cela de se préparer, de fermer tout de suite ces activités-là et donc de mettre des milliers de Sénégalais au chômage, mais également de mettre à l'eau des milliards d'investissements qui avaient été faits. Donc, malgré tout cela, aujourd'hui, cette loi, elle est appliquée par mes services, elle est surveillée. On ne fait pas entrer n'importe quel plastique au Sénégal. Il faut des autorisations, notamment de la direction de l'environnement et des établissements classés. Il y a un type qui entre encore, mais la plupart, suivant la qualité de ce plastique, qui ne rentre pas encore dans ce pays. Et, sauf erreur, les derniers chiffres qui m'ont été donnés, c'était plus de 70 tonnes de plastique saisi il y a de cela quelques semaines. Donc, vous savez, ce travail, il est fait, il est en train d'être fait, mais quand même, on y a mis un peu de souplesse parce que nous sommes toujours en pandémie, même si elle s'est beaucoup affaiblie, et nous sommes rentrés encore dans une autre crise sociopolitique, ou je ne sais pas comment le qualifier, de guerre en Ukraine avec les conséquences sur notre économie. Donc cette loi, les services continuent à la suivre. On mettra plus de vigueur pour être en conformité avec les attentes de nos parlementaires. Mais aujourd'hui, effectivement, les déchets plastiques constituent un problème très crucial. Vous l'avez dit, je viens de la pêche. Ça fait beaucoup de dégâts, même dans les mers. Énormément de dégâts. Aujourd'hui, quand vous parlez de la gestion des fonds marins et de leur nettoyage, les 3/5 peut-être des déchets que vous allez sortir, c'est du plastique. Donc ça, c'est très important. Alors, le trafic de bois, les feux de brousse sont régulièrement revenus. J'évacue déjà une question qu'un honorable député a dit ici en me faisant dire ce que je n'ai pas dit en commission. Je n'ai pas dit en commission que cela ne concernait pas mon ministère. J'ai dit en commission que je n'acceptais pas que tout de suite on parle de scandale d'un montant de 45 milliards alors que mon budget ne fait même pas 45 milliards. Mais vous m'avez entendu dans les radios, etc., parler du même problème. Et je m'aldonne dans l'entente. J'ai répondu en commission qu'effectivement, c'est un marché secret défense, parce que concernant l'équipement, l'armement de structures de forces de défense et de sécurité. Et quand les gens nous disent « est-ce que vous en avez ?» mais je suis accompagné par des officiers supérieurs. Je pense que vous n'allez pas les prendre pour des civils. Je suis d'accord avec un de mes honorables députés qui dit qu'il faudrait peut-être un général parmi nous, comme ça on saura qu'il y a des forces de défense et de sécurité. C'était ça ma défense de ce point de vue. Maintenant, vous revenez régulièrement sur les feux de brousse et les coupes de bois, le trafic de bois. Ce n'est pas fait par des manchots. Et les gens, ils ne vont pas dans des zones où généralement patrouille même notre armée nationale en y allant avec un couteau de cuisine. C'est des gens, c'est une mafia extrêmement armée, extrêmement déterminée, qui malgré la présence de nos forces de défense et de sécurité, encore il y a des postes où ils continuent à décimer nos forêts. Et on a instruction de lutter farouchement contre cela. Et cette lutte est en train d'être menée avec détermination. On ne dira pas qu'on a encore éradiqué cela, mais je pense qu'énormément de zones ont été aujourd'hui sorties de ce trafic et ce travail va continuer. Donc, aujourd'hui, vous prenez le trafic de bois, il est criminalisé aujourd'hui. C'est que je suis trop long, hein, trop grand, excusez-moi. Peut-être que, voilà, que je me positionne mieux.
Ce trafic, il est criminalisé dans le nouveau code forestier qu'il va falloir donc, en tout cas, présenter à la représentation parlementaire. On m'a demandé si ce matériel est là, ce matériel commence à être livré. Et cela aussi, il faut que vous sachiez que c'est dans le cadre de l'exécution normale, en conformité avec les règles de ce pays. Vous avez tous regretté la modicité, je ne dirais pas modicité, mais faiblesse, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, des fonds qui vont à ce secteur, des effectifs, un secteur pas assez équipé et qui a une responsabilité extrêmement large au niveau territorial. Nyokolokoba, sauf erreur, c'est 912 000 hectares. C'est énorme à surveiller. Donc, c'est un choix fait parce que ce qu'on appelle les offres spontanées, les partenariats public-privé, tout ça est régi dans nos textes, qui est fait pour pouvoir acquérir là du matériel dont on a besoin et de le payer sur 5 ans. Quand on parle de scandale en désignant des fonctionnaires de cet État, des ministres de la République, vous voyez ce qu'est la République. Ceux-là ne sont même plus au poste où vous les soupçonnez aujourd'hui. Au moment où je parle, le Sénégal n'a pas décaissé un franc sur cette question. Parce que c'est un programme qui se paye à son exécution et payable sur 5 ans. Donc, j'appelle également la représentation parlementaire à parfois peut-être être un peu plus proche de nous dans la recherche de la vérité et dans la défense de ce qui est vrai. Mes services me disent d'ailleurs qu'il faudrait que vous visitiez un peu tout ce qu'ils font en termes de contentieux, de saisie, etc. Ça également, la commission en charge des questions dans le Parlement pourrait venir visiter, voir tout ce que nous sommes en train de saisir, voir le niveau de contentieux, de PV et surtout ce que ça coûte à ceux-là aujourd'hui. Mon camarade Ali Mané, lui, j'ose le citer, demandait justement si ce que nous faisons un peu pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans les communes de l'intérieur, vous avez dû voir quand même ce formidable programme du président de la République en termes d'éclairage public. Tout ce solaire qui est en train d'être fait. Nous étions fiers, nous, à Sharm el-Sheikh, quand nous avions en face de nous des puissances qui nous disaient « Oui, mais on ne peut pas avoir cet engagement global entre nous pour réduire les émissions à effet des gaz à effet de serre, et vous nous parlez de pétrole et de gaz. » Nous étions fiers de le rétorquer, mais au moment où nous sommes, nous, pays en développement, en termes de mix énergétique, ça vous fait pâlir vous d'envie parce que vous en êtes loin. Le Sénégal est au-delà de 30% de mix énergétique aujourd'hui. Donc cela montre un peu, malgré ces ressources qui se pointent, l'effort qui est fait et donc cette trajectoire que nous voulons sobre en carbone. Et la prochaine stratégie du chef de l'État, du gaz sous power, qui va nous faire abandonner cette énergie hautement polluante pour faire un pas, en tout cas progressif, vers des éléments moins polluants. Alors, la difficulté, c'est que, bon, à l'Imane, il y a plusieurs fiches qui te répondent, mais si je prends tout ça... mais en tout cas, les services rappellent un peu tout ce que nous sommes en train de faire pour les énergies renouvelables au Sénégal. Les centrales photovoltaïques, ça, je pense qu'on me cite les 8 centrales, vous devez les connaître, ce n'est pas la peine que je revienne dessus. Les centrales éoliennes que nous avons, honorable député, vous ne m'entendez pas, mais il faudrait que je descende en fait pour que vous m'entendez. Et ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, sauf si, voilà, si je retourne peut-être à ma place et le faire. Alors, les centrales éoliennes, Taïwandiaï, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, me dit-on, avec 158 mégawatts. C'est quand même des efforts importants que le gouvernement du Sénégal a fait. 55 000 lampadaires solaires installés dans ce pays, 115 000 en cours de mise en œuvre. Je crois que ça, c'est des efforts importants et il faut le financer, tout ça. Donc, alors, c'est vrai, l'honorable qui nous demande de vulgariser davantage
notre contribution déterminée au niveau national. Vous avez raison, d'autant plus que nous n'avons plus l'engagement même de la réactualiser par rapport à ces engagements que nous prenons dans les COP. Parce qu'on se donne des objectifs globaux et derrière, il faut que chacun s'aligne. Donc, dans cette réactualisation, je voudrais que ça soit dans une démarche inclusive et participative avec le Parlement. Donc, je le dis un peu à mes directeurs, pour que justement, si vous êtes co-constructeur de la chose, je pense qu'on nous parlera moins de vulgarisation. Mais également à l'endroit de la presse, pour que la presse nationale qui est là, qu'elle soit communautaire ou pas, puisse davantage partager ce qu'on est en train de faire, cette politique du point de vue de l'environnement pour mieux le comprendre. Alors, la salinisation des terres, c'est régulièrement revenu. Salinisation des terres, avancée de la mer, érosion côtière, tout ça est lié. Tout ça est lié, voilà pourquoi aujourd'hui, tout à l'heure on parlait d'utilité de COP, la CSE, le CSE, parce que je confonds avec mon entreprise d'origine, la compagnie là c'est le centre. Donc le CSE est l'un des organismes accrédités pour le fonds vert mondial. Et à cette COP, ils ont signé encore, je crois, un contrat qui porte sur 10 millions de dollars qu'ils vont exécuter. Et vous voyez que nous sommes une structure transversale parce qu'ils vont l'exécuter au profit de l'agriculture, principalement. Donc nous travaillons aussi pour les autres. Donc aidez-nous à mieux travailler pour tous ces autres secteurs parce qu'on a une activité transversale. Donc sur la salinisation, c'est vrai, nous allons voir tous les projets qu'on a sur les constructions de digues, mais également sur tout ce qui est régénération des mangroves et autres, parce qu'aujourd'hui quand même, là aussi c'était une autre fierté quand on parlait à certains qui nous donnaient la leçon un peu, de leur dire par exemple que tout le monde connaît la capacité de capture du CO2 des mangroves. C'est de formidables puits de carbone. Ben, nous sommes, sauf erreur, parmi, ou sinon même le premier planteur de mangroves. Et malgré la faiblesse de notre surface en termes de territoire. Donc ça veut dire que c'est des efforts énormes qui sont faits. C'est vrai, par beaucoup de bonne volonté. Nous saluons au passage quelqu'un comme Ali Haïdar, sa structure, qui est un exemple, par exemple, dans cette lutte, pour en tout cas régénérer tout ce qui est mangrove. L'éducation à l'environnement, ben, c'est le CFE, le centre qui est dirigé par un Nyangen. Quand il oublie son repas, je pense qu'il est en train d'introduire cela convenablement, aussi bien dans les écoles, donc qu'aujourd'hui, certainement, il faudra animer beaucoup d'émissions et ouvrir ce centre de formation au maximum, à un maximum de cibles. Mais aujourd'hui, quand même, dans nos écoles, quand nos enfants ont des leçons sur le vivre ensemble, vivre dans son milieu, en géographie, sciences de vie de la terre, etc., bon, gestion du patrimoine naturel, éducation en développement durable et à la vie sociale, changement climatique, l'agroforesterie, la gestion des déchets. Donc ça, c'est dans les curricula. Donc forcément, cette formation est à leur niveau et je suis d'accord avec vous, il faut toujours augmenter ce qu'on est en train de faire. Alors, l'agence de la Grande Muraille Verte, je ne sais pas, moi j'aimerais également, le directeur général est là, voilà. Il faudrait, je ne sais pas comment, sous quel format, il faudrait une rencontre particulière, parce que c'est une initiative depuis le temps du président Abdoulaye Wade que nous sommes fiers de porter partout, parce qu'elle n'est pas nationale. Et elle est exemplaire, elle est aujourd'hui de plus en plus citée partout dans ce qu'on est en train de faire. Donc, directeur, je sais que beaucoup de choses intéressantes sont en train d'être faites. Je ne vais pas citer là tout le nombre de plans que vous avez faits, etc. Mais il serait bon, au-delà de cette rencontre d'ensemble, que vous rencontriez la Commission et tout député intéressé pour une sorte d'immersion dans ce que fait la Grande Muraille Verte, son financement, etc. Jusqu'au souci, parce que moi, je les prends comme nos avocats. Ils sont censés être nos avocats. Donc, pour gagner du temps, parce que je sais que j'ai un collègue qui vient après, je ne vais pas peut-être revenir sur tout ça. Des sachets, etc., je pense que j'en ai dit un petit mot. Le tracé de la Grande Muraille Verte. Alors, je peux passer sur ça, si vous me le permettez.
Le ranch de Doli, colonel-major, je pense que c'est l'une de nos prochaines destinations, parce que je sais qu'il y a des activités qui se faisaient chaque année, notamment autour, pour justement mettre des pare-feux et autres, pour empêcher, en tout cas le préserver des feux de brousse. Donc je ferai la visite avec vous, parce que maa ngi làkk kàllaama tubaab rek waaye waaw gan gu bees là aussi, donc j'ai pas eu le temps de faire toutes mes structures, donc vous le comprendrez aussi. Mais aujourd'hui quand même, au moment où je parle, c'est plus de 1275 kilomètres de pare-feu qui sont réalisés par les eaux et forêts. Les feux de brousse, ils sont là, mais il y a les feux précoces que les populations également font pour justement empêcher ces feux de brousse de grande dimension. Ce matériel dont on parle, de ce fameux marché, nous attendons qu'il soit complet parce qu'il va nous permettre, on a déjà un plan, à partir du nord. Imaginez, chers parlementaires, qu'aujourd'hui le CSE, avec ses outils, peuvent nous dire attention, vous risquez un feu de brousse à tel endroit, parce que les températures pour telle et telle raison font qu'à tel moment, un feu de brousse risque de se déclarer à tel endroit. Nous voulons combiner tout ça, davantage manager tout ça pour justement pouvoir anticiper et pouvoir être en place quand les choses se déclenchent, etc. Et le fameux contrat tant décrié où on a tout de suite sali des gens sans comprendre ce qui se passe, ce contrat justement équipe de tout ça. Équipe des armements, équipe des drones, on a parlé de drones, il y a l'achat de drones dans ce contrat, il y a la formation pour ces drones, pour surveiller nos forêts et anticiper autant que possible, mais il y a tout ce qui touche également les engins pour assurer ces pare-feux, etc. Donc c'est un ensemble. De ce point de vue-là également, quand nous irons sur le terrain, nous accompagnerons les députés qui le voudront bien. Alors, est revenu régulièrement également le problème des Xëyu Ndaw ñi. C'est la première question que j'avais eu à poser. Nous avons 7000 dans l'agence de la Grande Muraille Verte. Le début a connu quelques ratés, au début, je dis bien, qui étaient des problèmes de procédure, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus de 1% de réclamation, en termes salarial, de paiement des salaires. Donc ça, je ne sais pas qui le dit, mais aujourd'hui, ces jeunes sont payés convenablement. Ceux qui avaient des difficultés, c'est des gens qui avaient des problèmes avec leur wave, parce que parfois, ils ont des plafonds qui sont atteints, où le virement ne passe pas, etc. C'est ce faible pourcentage qui avait des difficultés. Donc de ce point de vue, rassurez-vous, parce que ces questions sont prises en charge. Quelqu'un a posé la question sur les salaires. Ces salaires, justement, de 7000 agents, ils sont dedans, plus l'effectif que nous avons, plus les contractuels que nous avons. Je suis étonné d'ailleurs qu'on nous dise pourquoi autant de milliards en salaire, mais vous êtes sous-équipés, vous êtes en sous-effectif, etc. Bon, mais ça... je passe, si vous le permettez. Suivi de la qualité de l'air. Bon, aujourd'hui, je pense que nous sommes un des rares pays en Afrique à disposer d'un réseau de suivi de cette qualité de l'air. Un des rares pays. Je n'ose dire le seul parce que ce n'est pas le cas, mais un des très rares. En tout cas, on est cité en référence. Alors, que des stations aujourd'hui soient vétustes, c'est normal. Il faut qu'on les remplace et ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, dans nos différents projets, on a des lignes, des capacités pour remplacer justement progressivement ces stations. Et le BRT, d'ailleurs, a prévu d'installer des stations de mesure tout le long, notamment avec le CETU. Et en termes de mix, on nous a parlé tout à l'heure d'utiliser nos ressources, mais ce que fait le président de la République devrait être applaudi par tout le monde. Aujourd'hui, notre terre, il est électrique. Même s'il est bimodal, il fonctionne principalement à l'électricité. Là-dessus, il faut nous donner le tonnage de carbone séquestré, en tout cas préservé par ce mode de transport. Donc il est en train de jouer justement sur la pollution de Dakar, son encombrement, mais également sur la qualité de vie du Sénégalais. Parce qu'au moins, vous ne mettez pas des heures dans des embouteillages en n'étant pas sûr que vous n'allez pas rater votre rendez-vous. En 2023, quand le BRT va fonctionner, ce BRT est 100% électrique. Là également, c'est du 100% écologique. De ce point de vue également, je pense que avec la capacité de ce BRT, de ce qu'il va transporter, peu de Sénégalais auront intérêt à aller dans leur voiture ou dans des voitures polluantes
face à un BRT qui est moderne, qui est en tout cas agréable, voilà. Donc je pense que c'est ça le travail qui est en train d'être fait pour régler. Je parle à mes parents dakarois qui se sont plaints. Oui, ça fait plus de 10-15 ans qu'on nous disait que l'encombrement fait perdre au Sénégal environ 100 milliards par année. Donc des investissements comme ça, quand on les fait, ils se justifient économiquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus 100 milliards par année, c'est N fois cela, mais nous allons pouvoir économiser ça, gagner en qualité de vie, gagner en désencombrement, etc. Donc je pense que de ce point de vue, ce BRT s'accompagne justement de ce genre d'outils, de stations de mesure qui seront mis tout au long. Quelqu'un a demandé s'il y aura des recharges. Oui, effectivement, le BRT est 100% électrique, il y aura des stations de recharge tout le long de son circuit. J'ai parlé tout à l'heure des drones, effectivement, il est prévu l'acquisition de ces drones-là. Et d'ailleurs, une partie de ces drones, une bonne partie, est déjà réceptionnée dans le cadre de ce contrat. Bon. J'essaie de sauter beaucoup de choses qui sont aujourd'hui dans les réponses qu'on a eu à vous transmettre. Le WACA a été cité, oui, où est-ce qu'il en est? C'est le CSE qui le met en œuvre, le WACA. Alors, première phase du WACA sera bouclée en 2023, avec beaucoup de réalisations. Et la deuxième phase, RISIC 2, ou presque finalisée avec objectif de renforcer les acquis. Donc ça, je pense que ça me vient du directeur général du CSE. Bon. Alors, réhabilitation des sites miniers, bon, c'est vrai, je peux parler à mes collègues, c'est vrai qu'on est transversal, c'est vrai qu'au niveau environnement, quand on voyage, ce n'est pas beau, c'est vrai que parfois, ça se transforme en bassin de rétention que personne n'a prévu et avec des pertes parfois de vies humaines. Nous allons davantage mettre l'accent sur le suivi des PGS de ces entreprises et voir quels sont les moyens en des sols. Ibrahim Diop, énergie solaire, véhicules électriques, ben le BRT sera 100% électrique. Les véhicules de rabattement entre le TER et le BRT, nous le voulons électrique, etc. Donc, Dakar va être un exemple de ce point de vue-là. Et il est déjà cité un exemple quand vous sortez. Bon, les salaires, tout ça, j'en ai parlé. Il n'y en a plus. S'il y en avait, considérez qu'il n'y en a plus. Alors, la transition écologique, c'est vrai qu'on l'a rajouté à ce ministère lors de ce précédent changement. Actuellement, les services ont instruction, c'est en train d'être fait, de nous développer une stratégie de la transition écologique. Cela a débuté, ce travail a débuté, et on le discutera avec tout le monde parce que les inputs peuvent venir de partout. Mais ça, nous aujourd'hui, nous comptons sur cette finance climat, essayer de tirer le maximum. Je disais en rigolant à nos partenaires, appliquons au niveau international ce que vous appliquez au niveau national. Ils me disent souvent, c'est quoi? Je dis, au niveau national, généralement, vous appliquez la politique du pollueur-payeur. Puisque aujourd'hui, il est avéré que nous ne sommes pas les pollueurs, essayons de voir un peu comment vous pouvez nous accompagner. Le parc de Anne, enfin, voilà, Nyan Boutombek Amin, le peut-être. Parce que quand je suis arrivé, je crois, première coordination, c'est la première instruction que j'ai donnée pour qu'on me revienne avec un programme et un plan de travail pour faire de ce parc ce qu'il doit être, à savoir un poumon vert à Dakar, et que ce parc permette d'être un lieu de destination à Dakar, où on peut aller flâner, se reposer, comme il en existe un peu partout. C'est vrai que c'est assez vétuste, c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement, mais nous avons commencé à travailler. J'ai déjà reçu un premier draft de la direction des eaux et forêts. Avec ce voyage, on n'a pas eu le temps de s'asseoir dessus, mais je vous donne l'engagement que nous ferons tout pour réhabiliter ce parc et en faire un lieu de vie. Et ce sera pareil pour le Nyokolo, où je compte également faire une visite de travail.
Voilà, cher honorable député, je ne veux pas insister et je suis solidaire à la fatigue qui doit être exceptionnelle en ce qui vous concerne pour cette période, vu la durée de vos séances. Et peut-être dire que notre jeune frère qui a dit que j'ai envoyé des nervis contre lui, je pense qu'il est parti. Non, je ne gère pas des nervis. Et c'est pas là qu'il me voit, parce que je crois une semaine après ce malheureux incident, on s'est retrouvés ensemble à la place de l'Obélisque, assis côte à côte. Donc on aurait pu en débattre, mais peut-être que là-bas il n'y avait ni le micro ni les caméras. Mais je dis, les agents municipaux de la commune du Plateau ne sont pas des nervis. Et c'est à cela qu'ils ont eu affaire quand ils ont amonté toute la presse, etc., pour venir déposer un courrier. La mairie du Plateau, il y a un bureau de courrier qui est à la porte. Quand vous venez déposer un courrier, franchement, on ne sait même pas quel est le contenu. On ne peut pas vous attendre pour vous agresser pour ça. Je prends cet exemple simplement pour dire que nous avons ce pays en partage, nous l'adorons tous ensemble, et cette séance que j'ai vécue là me donne espoir, parce qu'en tout cas, j'ai vécu une belle séance, de mon point de vue. Et j'espère que nous nous donnerons tous la main pour faire face à des problématiques extrêmement difficiles. Quand on parle aujourd'hui de changement climatique, vous savez très bien que même si on y mettait tout le budget du Sénégal, on aura des difficultés. Donc c'est extrêmement difficile. Les causes sont souvent très éloignées de notre pays. Donc c'est de la diplomatie, c'est de l'engagement, c'est beaucoup de plaidoyer pour que ce qui va se faire, que nous soyons au milieu de ce qui va se faire et qu'on puisse profiter de toutes les bonnes opportunités qui vont naître de cela et qu'ensemble, on puisse développer ce pays. Je vous remercie. Honorable Farba Ngom, je vous ai vu faire signe en disant il faut qu'il prenne le casque pour comprendre, parce que vous êtes jaloux de votre poulard là, mais je pense que je peux vous l'enseigner peut-être, le poulard. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole.